Là, je vais vous présenter du coup le parcours d'accompagnement à travers le regard du MAR indépendant, avec les échanges au cours des formations qu'on a eues et au cours des webinaires, des sessions de questions-réponses, on a identifié des enjeux qui sont issus des différentes étapes théoriques du parcours de rénovation dans le cadre de la mission MAR. Alors pour rappel, hein, mais c'est des choses que vous connaissez, en fait l'ANA, quand le parcours de rénovation, le cadre réglementaire de la mission MAR a été établi, elle a été imaginée avec une série d'étapes. Une première étape avec l'information préalable entre le ménage et l'accompagnateur Rénov', à un premier rendez-vous à l'issue duquel un contrat est établi entre les deux parties. Lors de ce premier rendez-vous, il y a deux éléments qui sont importants. C'est d'abord établir un diagnostic de situation initiale, où l'accompagnateur Rénov' évalue avec le ménage déjà l'état des lieux de la maison, puis faire identifier les opportunités de rénovation, commencer à imaginer des travaux envisageables. Et ainsi en découle une faisabilité d'un projet, un chiffrage, des aides qui en découlent, un reste à charge, des modalités de financement. Et lors de cette première visite, souvent quand il n'y a pas d'audit énergétique, a lieu un relevé d'état des lieux qui est fait par le MAR. Donc c'est une première analyse complète du logement. Ce rendez-vous peut éventuellement conduire à l'issue d'une évaluation simplifiée du logement, à une réorientation du ménage, si le logement, si c'est un logement indécent, ou c'est le ménage présente des difficultés, en fait, il y a plein de critères que vous connaissez qui peuvent conduire un parcours à être réorienté vers un MAR renforcé. Mais dans les cas les plus classiques, donc on passe à l'élaboration d'un projet de travaux, hein, donc on a l'audit énergétique. Sur la base de l'audit énergétique, on a des préconisations de travaux, du coup on établit des devis et on constitue un projet de travaux sur la base de devis. Et là, on a un plan de financement qui est plus concret, qui du coup, pour le coup, est formalisé et qui permet d'aller de l'avant vers un projet de travaux. Le MAR aide au montage du dossier, en tout cas c'est ainsi qu'il a été théorisé par les autorités dans le cadre réglementaire. Et une fois que les subventions ont été validées, on a la réalisation des travaux avec le MAR qui accompagne le ménage dans le suivi de cette réalisation de travaux. Une fois les travaux finalisés, on aboutit vers une deuxième visite qui permet au MAR de vérifier la cohérence entre les travaux, les travaux réalisés et les factures sur site, et puis la remise du carnet d'information, les explications des nouveaux usages, des nouveaux équipements et de la maison rénovée une fois aboutie. Et ce qui va finir la mission du MAR, ça va être la remise du rapport de fin de prestation, contre-signature auprès du MAR, et puis c'est la mission qui est finalisée à l'issue de cette étape. En fait, en échangeant avec les MAR et en ayant une pratique de terrain, on se rend compte que ce parcours théorique comprend des étapes clés qui n'apparaissent pas forcément, des points d'enjeu très importants qu'il convient au MAR de s'en saisir et de faire attention. La première chose, c'est qu'on se rend compte que même si, en théorie, les ménages doivent passer par un espace conseil France Rénov' pour s'informer sur l'éligibilité du ménage, du projet, des travaux, établir un premier plan de financement, la plupart du temps, les ménages sont pressés, ont déjà contacté des artisans, ont déjà des devis sous la main, veulent déjà faire les travaux, se mettent en relation avec le MAR, alors qu'il y a tout un process de qualification qui n'a pas eu lieu. Ils n'ont pas la volonté de passer par les espaces conseils France Rénov', même si en tant que MAR, on les réoriente parfois. Du coup, il y a toute une étape préalable de qualification du ménage que le MAR fait, parce que c'est une réalité du terrain, qui pour le coup comporte cette compétence-là de bien qualifier un ménage, un projet, un plan de financement, avant même de s'engager dans des travaux, est vraiment un point d'étape qui est assez crucial pour pouvoir pérenniser un parcours de rénovation. Ensuite, dans ce parcours théorique tel qu'il a été imaginé, le plan de financement et l'élaboration du projet de travaux, finalement, arrive très tard, parce qu'en fait, on a un contrat qui a été déjà engagé, on a déjà une première visite d'état des lieux qui a été faite,
un travail d'audit énergétique. Si on se retrouve en tant que MAR à proposer un plan de financement qui est établi et qui finalement n'est pas réalisable, parce que le ménage, peut-être cette concrétisation des finances, hein, peut-être que le ménage n'est pas solvable, n'a pas les moyens de financer les travaux, n'a pas eu la compréhension qu'il doit faire l'avance des aides notamment. Enfin voilà, toute cette mécanique financière, si elle n'est pas bien expliquée dès le début par le ménage, donc avant le contrat, en fait, ça peut remettre en question un parcours et ça peut vous arrêter et vous mettre vraiment un véritable obstacle à la réalisation de votre projet. Donc on revient toujours à cet enjeu de vraiment prendre le temps en dehors de votre mission. C'est un effort à faire, mais si vous faites cet effort-là, ça vous permet derrière de pérenniser tous les prospects que vous avez qualifiés et que vous avez sur lesquels vous avez pu faire ce travail d'information. Ensuite, un autre enjeu, c'est anticiper au maximum et éviter au maximum les sujets de réorientation. Parce que c'est très frustrant de faire un effort et toute une prise en main du ménage par le MAR, de se déplacer, de venir voir pour finalement aboutir à une impasse, parce que finalement, vous n'êtes pas qualifié pour prendre en main un projet qui mérite un accompagnement social qui au-delà du cadre réglementaire MAR. Donc on revient toujours pareil à cette phase de qualification qu'il convient de faire, de prendre le temps de faire. Cet effort est très important. Et ensuite, lorsque l'ANA indique qu'il y a une aide au montage, c'est le montage du dossier. Enfin, il ne faut pas se leurrer. Le MAR porte le ménage dans son projet, constitue le dossier, est expert dans ce domaine et pour le coup doit être formé, qualifié pour faire ça, le faire bien, pour que les dossiers soient bien pris en main par l'ANA, que ce soit fluide, que ce soit le rapide, le plus facile pour tous en fait. Donc il y a un véritable intérêt à monter en compétence en tant que MAR, se former, aller à la rencontre des autres MAR pour apprendre à vraiment faire connaître les difficultés rencontrées sur le terrain. Notre association, comme je vous l'ai dit, elle porte cette mission-là de mettre en commun les connaissances et les expériences terrain. Donc l'aide au montage du dossier, le montage du dossier est un véritable point d'enjeu dans la mission MAR. Et ensuite, dernière étape, c'est la fin des travaux. On a là la remise toute une série de documents, un dossier qui est très complet, qui comprend un audit mis à jour, des factures qui doivent être en correspondance avec les devis, peut-être une réévaluation d'un plan de financement parce que peut-être qu'il y a des choses qui bougent, la rédaction d'un rapport de fin de prestation, et en fait toute une série d'une constellation de documents qui sont très complets, qui doivent être tous cohérents les uns avec les autres. Donc nous, ce que l'on dit, c'est de faire très attention à ce que la complétude de cette étape, déjà d'anticiper cette étape qui peut être assez lourde, et de s'assurer, que... Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi. Et s'assurer que... Hop, t'as un mot de passe peut-être? Sans doute. Et s'assurer du coup que le dossier soit le plus complet, qu'il soit fait de manière méticuleuse pour pouvoir répondre aux exigences de l'ANA, pour recevoir un dossier qui soit complet, qui soit lisible, qui soit facile à instruire. Donc nous, en tant qu'association, avec ce constat qu'on a, on vous encourage vraiment à vraiment bien construire cette étape de façon à ce que les ménages ne soient pas lésés dans cette partie-là. Parce que, voilà, comme le disait Solia notamment, et que j'aime, Anne de Solia, et que j'ai beaucoup apprécié, c'est que, en fait, tous ces efforts-là, c'est le ménage, en fait. C'est tout ce parcours dont on parle, ce sont des outils et ce sont des moyens pour pouvoir faire bénéficier les droits qu'ont les ménages à une amélioration de leur logement. Un petit point sur les différentes étapes concernant la mission MAR. Moi, j'aime bien parler des écarts entre la théorie et la réalité. Le premier contact avec le ménage est très important et il y a différents types de parcours préalables qu'ont fait les ménages avant de rentrer en contact avec les MAR. Et du coup, ça engage la mission de différentes façons.
La plus classique, c'est un ménage qui a un projet, a identifié des besoins et va sur Internet, comprend qu'il y a l'accompagnateur Rénov et s'adresse directement à l'accompagnateur Rénov. Du coup, vous, en tant que MAR, vous pouvez, l'idée c'est de pouvoir les réorienter vers un espace conseil pour qu'il y ait déjà une première travail de qualification, de prise en main. La réalité du terrain veut que les ménages sont pressés, parce que à partir du moment où ils ont une idée et une volonté de faire un projet, ils veulent que le mettre en application et le passage par l'espace conseil, des fois, pose un frein. Donc, nous, en tant que MAR, on a ce devoir de qualification et d'information. Finalement, ça va au-delà de notre mission telle qu'elle a été imaginée. Mais moi, je vous engage vraiment à rôder votre discours, rôder votre connaissance de toute la finesse, de l'éligibilité de la maison, du ménage, et tout ça, pour que vous puissiez les renseigner au maximum. Ça sera bénéfique pour vous. Parce qu'en fait, ça va vous permettre de pérenniser tous les prospects qui finalement viennent cocher toutes les cases. Et après, ça va... En fait, à partir du moment où vous avez bien qualifié un ménage sur tous ces aspects-là, après, votre mission, elle se déroule de manière saine et sans embûche. Et ça fait aussi beaucoup moins d'obstacles aussi à la constitution du dossier et à l'instruction par la suite. Donc en fait, l'idée, c'est d'assainir votre parcours dès le début. Ensuite, on a les ménages qui vont être orientés par l'espace Conseil France Rénov. Il y en a quelques-uns. Et là, c'est comme ça, c'est top. Il ne faut pas hésiter à leur demander, souvent les espaces conseils font une analyse et remettent une fiche d'analyse de qualification. Des fois, le ménage oublie de la remettre, mais en fait, là, il y a déjà toute une phase de tri d'informations qu'il convient de prendre en main pour vous les ménages. Ça va vous faire gagner énormément de temps. Et en tout cas, ça, c'est le type de parcours parfait parce que ça permet d'être sûr qu'on va dans une bonne direction. Et ensuite, on a... la réalité du terrain veut que les entreprises ont une force de prospection qui est très importante, c'est-à-dire que les ménages ont des enjeux financiers très importants et du coup, ils vont directement contacter les ménages. Alors, il y a différents cas de figure. Un cas de figure classique, c'est le ménage qui veut faire des travaux. Il ne connaît pas du tout l'environnement, des aides, tout ça. Son premier réflexe, il contacte un artisan qu'il connaît, qu'il fait venir pour faire un devis. Et l'artisan lui dit, mais attendez, monsieur, madame, en fait, vous ne savez pas qu'il y a un système d'aide. Il y a MaPrimeRénov, parcours accompagné, il y a le monogeste, il y a les accompagnateurs Rénov. J'en connais, je vous conseille de le rencontrer pour avoir des informations et peut-être une prise en main. Donc, quand ça se passe de cette manière-là, c'est dans des bonnes conditions parce que c'est avec on va dire, c'est des bonnes intentions de pouvoir aller vers répondre aux besoins d'un ménage, tout simplement. Donc là, c'est plutôt pas mal. Après, on a l'autre cas de figure où en fait, les MAR vont être contactés directement par des entreprises de travaux, souvent des entreprises de rénovation globale, parce qu'en fait, ils ont cette démarche de prospection auprès des ménages directement. Ils se retrouvent avec une quantité importante de dossiers, avec des devis qu'ils souhaitent concrétiser. Pour ces entreprises, la plupart, le MAR représente un obstacle qu'il faut dépasser. Donc, essaye de court-circuiter le processus et ça peut bien évidemment poser des problèmes déjà de la justesse du projet tel qu'il a été présenté auprès des ménages par une entreprise. Ça peut poser souci parce qu'en fait, en gros, dans ce parcours-là, ça va être les intérêts des entreprises qui vont être au-dessus des intérêts du ménage. Donc, nous, en tant que MAR, on défend le fait qu'il faille décortiquer, revenir décortiquer un peu le projet tel qu'il a été présenté par l'entreprise, identifier les vrais besoins du ménage et refaire le process en amont. Et du coup, là, il y a toute une étape très pédagogique et didactique qu'il faut embrasser en tant que MAR pour expliquer en fait qu'est-ce qui est... Oui. Merci mille fois pour ce point. En tant qu'espace conseiller France Rénov, forcément, on est ravis d'en parler comme ça. Je me permets juste une petite précision. Beaucoup de ces ménages-là qui sont dans ce cadre-là sont des nouveaux acheteurs. Souvent, ils vont faire appel à une entreprise en premier. Ils peuvent faire appel à vous en tant que MAR dès le début, alors qu'ils ne sont pas encore propriétaires. C'est important à savoir parce qu'il y en a plein qui disent au téléphone non et qui laissent l'entreprise du coup poser ses billets et tout ça. C'est très important justement de laisser cette souplesse là maintenant et vous pouvez arriver directement où vous
vous appuyez sur un audit qui a déjà été fait, hein, tu l'avais mentionné Oui. juste avant. Et c'est beaucoup d'écarts comme ça. Donc, aller remettre en question le projet de l'entreprise, c'est quasiment pour ça que le MAR existe. Oui. Donc, Et alors, pour aller un peu super, et pour renforcer un peu ça, en fait, ce que j'aime quand je rencontre des entreprises, parce que voilà, en tant que MAR, on en croise mais des centaines en fait, à force de faire des projets. On voit des entreprises qui font du travail de qualité aussi, parce qu'il faut pas, les entreprises, c'est pas la bête noire, en fait, c'est des partenaires aux espaces conseils, à l'ANA, à l'État, aux ménages, pour pouvoir mener à bien un projet. Sans les entreprises, rien ne se fait. Donc, on rencontre des entreprises qui font un travail de qualité, et donc, moi, ce que je leur dis, c'est que c'est pas parce que des travaux sont remis en question dans leur nature qu'ils vont forcément perdre le prospect et qu'ils vont arrêter de travailler. En fait, ce que je leur dis, c'est-à-dire que si le ménage est convaincu qu'il veut partir avec une entreprise parce qu'elle lui a montré des chantiers qui ont été réalisés, ils ont des qualifications, des produits de qualité, ils ont une tarification qui est intéressante, bon, en fait, le ménage est décisionnaire, hein, c'est lui qui achète et c'est lui qui décide avec quelle entreprise partir. Moi, ce que je dis dans ces cas-là, c'est juste recadrer en fait, les travaux qui sont les plus adaptés pour vous. Et vous pouvez quand même partir avec ces entreprises. Donc, en fait, l'idée, c'est un peu de modérer et de recadrer un peu les choses pour que l'intérêt du ménage soit au centre de la démarche. Oui. Bonjour, je suis Stéphane Lucas du Conseil national de l'ordre des architectes. Oui. Est-ce que je ne comprends pas vraiment parce que le poids que vous attribuez à l'entreprise, parce que moi j'avais cru comprendre que le MAR, en fait, il était censé mettre en musique les travaux qui sont préconisés dans l'audit énergétique. Oui. Donc, du coup, l'entreprise, elle n'a pas à proposer des travaux Mais différents de ceux de justement. Alors, c'est très intéressant que vous le disiez. En fait, ce qui se passe, parce que là, c'est la vision théorique. Mais la réalité est autre. La réalité, c'est que des entreprises de travaux qui font 5, 10, 15, 100 millions de chiffres d'affaires et qui ont besoin de générer... Enfin voilà, ils ont des équipes de centaines de personnes dans le territoire, ils ont des enjeux financiers très importants. Le marché est un marché parfois tendu, donc ils mettent des commerciaux, des technico-commerciaux, des conseillers sur le territoire et ils vont prospecter auprès des ménages. Donc, ils font un travail de qualif. Eux, ils ont besoin de générer des devis et de pouvoir assurer des travaux. Donc, on se retrouve parfois, en fait, à arriver en deuxième temps en tant que MAR. C'est-à-dire que le ménage vient nous contacter, mais en amont, en fait, a déjà fait tout un travail avec l'entreprise de choix de travaux qu'il veut faire, le produit, négocier un prix, négocier un délai, tout ça, et on arrive après ça. Et donc, c'est là où il y a un enjeu de difficulté pour le MAR, de dire, attendez, on va revoir les choses, on va réévaluer vos besoins, et on va voir ces devis, pour voir si c'est les bons, on va voir ce que fait l'entreprise, pour voir si les travaux sont bons, et en fait, on joue un rôle de conseil. En fait, la réalité n'est pas celle qu'a imaginé l'ANA, et c'est pour ça que pour moi, il est important d'en parler, parce que l'idée, c'est d'imaginer des pratiques communes au MAR pour remettre le ménage au centre des enjeux et de parcours, en fait. Oui. Merci. Je me permets du coup de repréciser aussi, toujours avec mon exemple du primo-acquérant, enfin d'un acquérant. Clairement, si une personne doit faire une offre d'achat et qu'il y a une maison avec des travaux, hein, vraiment beaucoup de personnes, ils vont avoir besoin pour la banque d'avoir des devis. Et donc, du coup, c'est l'entreprise qui arrive à ce moment-là en premier. Si elle est gentille, elle dira justement passer par le MAR. Mais dans ce cas-là, effectivement, vous êtes squeezé d'office. Donc, c'est ça. Il y a un enjeu, une difficulté de temporalité dans l'acquisition d'un bien, effectivement. Pour pouvoir acheter un bien et avoir une offre de prêt, il faut avoir des devis choisis, déterminés, que l'on remet. Et du coup, le MAR arrive un peu tardivement et il y a une vraie point de clivage là, un peu difficile à structurer, quoi. Donc d'ailleurs, pour moi, je fais un appel à ceux qui ont vécu ces étapes-là dans votre pratique professionnelle, qui ont trouvé des méthodes qui marchent, parce qu'en fait, on est tous confrontés à ça. On le fait un peu tous bon an, mal an comme on peut, mais peut-être que vous avez déjà, vous, établi une méthodologie qui fonctionne et on serait preneur de la partager, en fait. Oui, toujours dans cette difficulté là, de la place des entreprises du coup, qui se retrouvent en étape de prescription, même de diagnostic avant. Ce que j'ai remarqué avec les particuliers qui font
très, 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 très majoritairement cette démarche de s'adresser d'abord aux entreprises, c'est que l'entreprise est réputée sachante et que le premier contact d'un particulier, donc je suis dans la case 2, pas encore dans la case 3, quand il contacte une entreprise pour avoir un devis, c'est parce qu'il ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il pourrait faire et combien ça va coûter, et qu'il n'a pas forcément l'idée non plus que ce serait une rénovation globale qui nécessite cet accompagnement. Parce qu'il faut garder en tête que... Mais je ne sais pas si le micro amplifie en fait. C'est pour l'enregistrement. Ok. Du coup, j'ai perdu le fil. Ouais. Le particulier, il ne sait pas encore ce qu'il va pouvoir faire comme travaux. Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a 3 parcours différents de rénovation quand on a un bâtiment dans un état X. Il peut y avoir 1 ou 2 postes de travaux qui passeraient plutôt directement par des C2E ou par ma prime rénov simple. Et il y a le 3e parcours qui est le parcours de rénovation globale avec le MAR obligatoire. Donc au départ, on ne sait pas vraiment vers quel aiguillage on va se retrouver. Et c'est assez essentiel et compliqué de reprendre un ménage en cours de route et éventuellement d'avoir à remettre en cause ce que les entreprises ont proposé, sachant qu'elles proposent ce qu'elles savent faire et pas forcément ce qui serait adapté ni pour le bâti ni pour le ménage. Les difficultés vraiment fortes dans ces configurations sont pour le bâti ancien, les problèmes d'humidité, tous les sujets patrimoniaux qui ont besoin d'approches un peu fines, architecturales, qui sont rarement, on ne va pas généraliser, mais rarement prises en compte par les entreprises. Et la dernière configuration, le démarchage, la prospection par les entreprises, c'est interdit. On ne doit pas démarcher des particuliers pour la rénovation énergétique. Donc ça, il faut quand même bien le rappeler en termes de légalité. Et il y a des offres absolument rocambolesques de rénovation à 1 euro qui sont des montages complètement fous, de tout d'un coup 70 000 euros de travaux avec des pompes à chaleur à 25 000 euros. Tout est surdimensionné. Et il y a des tours de passe-passe par certains prestataires que je n'appelle pas des entreprises de travaux, qui sont des prestataires, des boîtes récemment montées, qui font appel à un MAR, mais en imposant les devis. Et certains MAR jouent le jeu, parce qu'il y a aussi dans les MAR un certain nombre de prestataires plus ou moins attentionnés sur la qualité du résultat final, et avec des pratiques dont je pense que ce serait bien qu'on discute, qui consistent à accueillir le ménage. Ok, vous avez besoin d'une rénovation globale. Avant de vous faire l'audit, faites des devis, et je vous ferai l'audit et les scénarios en fonction des devis. C'est-à-dire que là, le prestataire ne fait pas du tout l'effort que vous signalez comme essentiel, qui est toute la définition, l'expertise, la qualité, l'observation du bâti et du fonctionnement du ménage pour ce bâtiment. Il passe directement au devis, et avec les devis, il fait son scénario. Alors c'est beaucoup moins fatigant, ça va beaucoup plus vite, on ne se fait pas des nœuds au cerveau, on prend ce que les entreprises savent faire. Et du coup, il y a des partenariats qui se nouent et arrivent aux espaces France Rénov', du coup, les personnes qui sont paumées parce qu'ils se retrouvent avec des parcours d'accompagnement pas du tout appropriés. Donc nous, on voit passer les bugs, mais il y a aussi des projets qui se retrouvent embringués dans des rénovations pas du tout adaptées, surdimensionnées. Le pire que j'ai vu, c'est une offre pour des retraités qui ont été démarchés à domicile, 70 000 euros de travaux, 1 euro de reste à charge. Et le tour de passe-passe, c'est que les 10 000 euros restants font l'objet d'une offre de droit à l'image, parce que, soi-disant, le MAR ou l'entreprise va faire un reportage sur leurs travaux de rénovation. Et donc, il y a 10 000 euros fictifs qui feront l'objet de rien du tout. Et il paraît que ça se développe beaucoup. Donc il y a beaucoup d'imagination pour monter des combines à 1 euro, où tout le monde se sucre sur le dos de l'argent public. Voilà, donc dans les 2 dernières catégories, il y a pas mal de travail à faire. Et j'ai l'impression que cette association et ce travail que vous proposez à la communauté des MAR, ça peut permettre vraiment de rassembler des gens qui ont envie de faire du bon travail, de bonne volonté, avec
du coup le développement d'une vraie connaissance de comment on accompagne la rénovation énergétique du bâti avec des enjeux techniques importants, aussi financiers et sociaux. Et donc il y a vraiment, avec ce fléchage par l'ANA du rôle du MAR, une mise en commun que je salue dans votre démarche parce que ça va vraiment aider tout le monde, je pense. Et les ménages en premier. Super, merci. Un travail, par exemple, que vous faites là, avec Passerelle Habitat, mais aussi que moi j'ai découvert chez Toulouse Métropole, c'est la charte, déjà l'annuaire des entreprises, avec une charte qualité pour les entreprises qui veulent être dans cet annuaire, et une veille, en fait, de faire des conférences et une forme de formation continue auprès des entreprises sur le parcours de rénovation, avec, en engageant un engagement sur des travaux de qualité ou une certaine pratique. Et je pense que sur ce point-là, effectivement, les instances publiques peuvent avoir un rôle pour, on va dire, fidéliser, notamment à Toulouse, c'est sur des sujets d'architecture, par exemple sur les enduits, sur les travaux comme ça, qui ne sont pas forcément de l'équipement, mais plutôt du savoir-faire manuel, on va dire, je ne sais pas comment le dire, mais qui ont un fort enjeu patrimonial. Et je pense que là-dessus, nous en tout cas avec l'association, on a proposé à Toulouse Métropole d'engager un partenariat là-dessus, parce que dans la communauté, on a des architectes et on a aussi des gens qui ont cette compétence-là, mais je pense qu'il peut y avoir des synergies justement là-dessus, c'est sûr. Et il y a un vrai enjeu là-dessus. Ouais. Super. Ouais. Je me présente, alors Chérif Ziyouch, je suis conseiller France Rénov et MAR. Donc, voilà. Donc, je peux parler de l'expérience parce qu'on est conseiller France Rénov depuis février 2024. Je voudrais juste revenir sur la diapo juste avant pour vous montrer un peu le travail fastidieux du conseiller France Rénov. Comme disait tout à l'heure Sébastien, cette étape-là, elle est hyper importante. Hyper importante pour deux choses, c'est le budget et le projet. Si les personnes ont un projet, c'est très bien. Mais s'ils n'ont pas une idée du budget, ça bloque après, c'est clair. L'objectif après, c'est de déterminer les aides, on va dire le projet il est de faire de l'isolation, etc. Le budget il est de temps, mais par contre, il faut faire aussi le saut de classe minimum. Et là, des fois, j'ai une isolation par l'extérieur et j'ai une VMC installée, mais c'est pas possible, ça passe pas. Donc quand on arrive à l'audit, ça va parler parce que, comme disait monsieur tout à l'heure, l'audit, on va suivre le projet du ménage avant tout et d'essayer de lui imposer des choses pour pouvoir faire au moins le saut de classe. Et là-dessus, c'est les préconisations qui sont données par les conseillers, mes collègues, qui est de dire, si vous faites l'isolation, vous changez vos fenêtres, ça serait bien d'installer une VMC. Et là, ça ouvre encore des portes au ménage. Et de façon à dire par la suite, écoutez, le budget, on sait où on va, le projet, on l'a presque, et là, on entame après avec l'accompagnateur Rénov, de façon à pouvoir les accompagner, bien déterminer les choses, travailler sur les devis, ça vous le connaissez, les devis, il faut qu'il y ait tout dedans. Et c'est là où je vous remercie, parce que franchement, le travail sur Marius, ça fluidifie plein de choses. Vous remplissez, vous contactez, vous suivez la trame. Elle est là pour vous rappeler certaines choses. Et vous allez jusqu'à la fin du projet avec le CIL, bien sûr, avec le rapport, tout ça. Mais je trouve ça, c'est un gain de temps énorme. Énorme par rapport à un accompagnement. Et encore une fois, si cette étape-là, elle est sautée, que ce soit avec les conseillers France Rénov ou avec vous en entretien, la suite ne pourra pas se faire. Arriver à ce que le ménage ait signé un contrat avec vous avant de faire l'audit, parce que vous faites l'audit suite à la signature du contrat, après lui dire, écoutez, votre projet ne se fait pas, parce que c'est pas assez, etc. Là, vous revenez en arrière, le ménage est déçu, parce qu'il ne peut pas faire son projet. Et la deuxième chose, il leur a payé un accompagnement, un audit, mais qui ne va pas lui servir à grand-chose, peut-être dans 4 ans, s'il a le budget. Et c'est là. Et au contraire, par rapport au budget, là, l'équipe France Rénov explique aussi, et vous aussi, les aides. C'est-à-dire que si un budget de travaux de 50 000 euros, vous pouvez, en tant que ménage intermédiaire, on ne parle pas des supérieurs, intermédiaire, etc., vous pouvez bénéficier jusqu'à 30 000 euros d'aide. Et puis, il y a aussi des coprêts à taux zéro. Et ça permet au ménage de se dire, ok,
je peux faire mon projet, j'ai un reste à charge qui est minime et je peux continuer. Là, je peux y aller. Pour mon projet, je peux y aller. S'il n'y a pas le budget de base, s'il n'y a pas une aide au projet, je dis bien une aide au projet, c'est même pas la peine de continuer. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Tu peux passer. Pardon. Merci. Alors c'était juste pour compléter. Il y a aussi une possibilité à laquelle on ne pense pas toujours, mais qui est rendue possible par l'ANA, c'est les rénovations en plusieurs étapes. Le fait qu'effectivement on commence par un audit, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, l'idée de facturer l'accompagnement en 2 étapes, une fois l'audit et ensuite on voit si on va plus loin. Et dans les scénarios proposés par l'audit, il peut y avoir des scénarios qui sont à moins de sautes de classe, mais avec une possibilité de continuer avec les travaux supplémentaires dans 2, 3, 4 ans. Et du coup d'arriver quand même à avoir l'ensemble des aides, vu que si on fait en 2 étapes et qu'on arrive au résultat de moins de 2 sauts de classe, on a quand même droit à l'ensemble des aides, etc. Donc faut voir aussi, essayer de commencer par ce qui est le plus efficace et le moins cher en termes de travaux, et ensuite on fait les finitions avec les choses un peu plus chères pour avoir la réno parfaite. Voilà. C'est une possibilité à laquelle il faut bien penser. On a entamé les questions avant la fin, mais c'est pas grave. Mais du coup, je vais juste passer sur la partie qualification du ménage. Moi, j'ai identifié, donc avant le contrat, hein, c'est vraiment dans ce premier échange. Moi, dans ma pratique professionnelle, je systématise un rendez-vous en visio qui dure au moins une demi-heure sur lequel on va balayer énormément de thèmes avant même de signer un contrat, de faire le premier déplacement. En gros, il y a la qualification du ménage, c'est l'éligibilité du ménage, catégorie de revenus, le budget duquel il dispose, les possibilités de financement via un éco-PTZ, un prêt, leur capacité de remboursement, parce qu'il ne suffit pas de prendre un prêt, il faut qu'on puisse, que vous ayez un taux d'usure qui corresponde à cette capacité à rembourser. Donc ça va être plein de points qu'il faudra confirmer auprès du ménage. Ensuite, il y a l'appréciation du logement, parce qu'on parle du logement, c'est le logement qu'on souhaite rénover. Donc il faut moi je pose une série de questions très très complètes pour m'assurer que le logement rentre il est éligible, quoi, il match avec les objectifs de l'ANA et dans le cadre d'une rénovation globale. Et les opportunités de rénovation, parce qu'en fait, il y a le pendant, il y a l'état des lieux, mais ce qui est possible. Moi, je prends le temps de poser les questions sur ce que le ménage est capable d'encaisser. Parce sur un audit, on peut préconiser toute une série de travaux. Mais si le ménage ne souhaite pas les faire, certains, ça peut remettre en question votre projet. Donc, il y a les opportunités possibles et les opportunités que le ménage est en mesure d'envisager, quoi. Et ensuite, le montage financier, c'est le nerf de la guerre, c'est poser beaucoup de questions sur déjà, à partir du moment où on identifie des travaux potentiels, donner des chiffres. Hein. Ça, c'est le métier qui va vous apprendre à estimer le montant des travaux avec des ratios au mètre carré. En fait, vous allez avoir une trame qui va se dessiner avec l'expérience. Et avec cette trame et avec ces repères, vous allez pouvoir déjà donner une première estimation des travaux et pouvoir dresser une faisabilité. Donc ce n'est pas un plan de financement parce qu'il n'y a pas encore d'audit, mais en tout cas déjà parler de choses concrètes. Il est très important de parler de choses concrètes pour pouvoir engager le ménage et lui faire comprendre vers où il va en fait. Ça ne veut pas dire que... ça c'est une première... Mince, excusez-moi. Je fais n'importe quoi. C'est une première approche. Hein. Il faut bien dire que c'est une faisabilité, que derrière, il y a une analyse qui va être déjà un premier rendez-vous, puis une constatation factuelle qui va confirmer les informations qui ont été données. Et puis, l'audit est un outil technique qui permet de confirmer des hypothèses. Alors nous, moi je me pose à la place d'un architecte, on a une certaine connaissance, une compétence et une sensibilité d'un ouvrage bâti, donc on peut avoir une appréciation. Souvent, l'audit vient confirmer des hypothèses, surtout si on en a fait pas mal. Mais en tout cas, voilà, cette qualification permet de faire démarrer la mission dans des très bonnes conditions, on va dire. Et ensuite, voilà, le plan de financement, c'est un outil qui ne faut pas voir comme quelque chose qui va être fait et figé à un moment donné. Au début, c'est une faisabilité.
que l'on établit lors du diagnostic de situation initiale. Il est réévalué et modifié lors de la restitution de l'audit, parce que là, on va cibler et sélectionner un scénario de travaux que l'on va après concrétiser sous forme de projet de travaux. Puis après, lors de la demande de subvention, là, on a les devis. Donc ce plan de financement évolue et s'affine. Et puis à la fin des travaux, effectivement, s'il y a eu des petites variations, dans le meilleur des cas, il ne bouge pas, mais peut-être il peut y avoir des variations, il évolue. Donc le plan de financement, pour moi, c'est un outil qui doit être pris depuis le tout début de la mission, depuis même avant la mission, en gros, que l'on doit dresser lors des premiers échanges avec le ménage, parce que c'est ça qui va venir asseoir votre parcours. Et donc, quand je parle du plan de financement, c'est les choses que vous savez, hein, c'est les projets de travaux envisagés, c'est avec une estimation, c'est les aides éligibles qui en découlent, le financement du projet et surtout les modalités du financement du reste à charge au fur et à mesure. Vous le savez, hein, il y a le système d'avance, mais qui s'applique qu'à 2 catégories sur 4. Et quand bien même, s'il y a une avance des aides, il faut quand même payer les travaux au bout d'un moment avant de collecter les aides. Et donc, il y a toute une mécanique financière sur laquelle il faut bien se roder. Je pense qu'au sein de l'association, on va essayer de constituer une méthodologie pour avoir au ménage des étapes claires du financement du projet. Comment ça se passe pour que quand vous qualifiez un ménage et que vous établissez un premier plan de financement, vous puissiez dire, première étape, on va débloquer tant d'argent auprès de l'ANA et avec un éco-PTZ. Ça ne va pas suffire, vous allez devoir faire un premier rapport, est-ce que vous en disposez, oui, non, et en gros, comme ça, pouvoir par étape montrer quand est-ce que l'argent sort. Parce qu'en fait, ça, pour l'instant, ce n'est pas forcément très clair auprès des ménages et c'est difficile à donner une trame claire. Donc le plan de financement est un outil pour ça. Ensuite, c'est les dossiers. Hein. Les dossiers, il faut qu'ils soient complets et recevables. C'est un gros point de difficulté. On a le dossier MaPrimeRénov' sur le portail MaPrimeRénov' pour les intermédiaires supérieurs, qui est finalement le plus succinct, dans lequel il y a les devis, l'audit, le contrat, la synthèse de la grille d'analyse et l'attestation de travaux. Donc ça, c'est les points, les incontournables. Mais ensuite, on a, comme il y a une préanalyse du dossier, on peut vous demander des documents liés si c'est une SCI, un Comoda, acte notarié. Bon, il y a toute une panoplie de documents que vous pouvez remettre. Mais en tout cas, ce sont les 5 documents incontournables. Sur mon projet ANA, en fait, il y a un travail qui est plus conséquent parce que vous devez renseigner les dossiers sur la plateforme. Donc, il y a un effort qui est plus important du MAR. Il est de fait mandataire administratif. Et ensuite, on s'est rendu compte au cours des échanges et de nos voyages et de nos échanges auprès des délégations locales que, suivant les délégations locales, il y a des attentes spécifiques qui sont spécifiques au service, en fait. Notamment à Toulouse, ils s'attendent à ce qu'on donne un reportage photographique très complet de tous les extérieurs, les intérieurs et tout ça. On ne peut pas le faire. Mais si on ne le fait pas, le dossier est plus long à être instruit et ça fait l'objet de contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, la délégation considère que le dossier n'est pas assez étoffé pour vérifier la réalité du dossier, du projet ou de ce qui est indiqué dans l'audit. Parce que des fois, l'audit peut être amené à être un peu léger, surtout s'il est sous-traité. Donc là, je parle d'un cas de figure, mais je pense que suivant les délégations, il y a des sensibilités. Et nous, en tant qu'association, l'idée, c'est d'aller rechercher cette information et de la mettre en commun auprès de nos adhérents et puis de la communauté en règle générale. Donc, quand on est sur mon projet ANA, il faut s'attendre à ce que le travail de constitution des dossiers soit plus conséquent, parce qu'il y a plus d'argent en jeu, donc il y a aussi plus d'attentes. Mais bon, c'est des dossiers qui sont souvent, on a des gens en face, donc on peut parler, on peut échanger et on peut convenir de méthodes. Donc l'idée, c'est de construire des méthodes. Et après, il y a le dossier éco-PTZ qui est plus succinct. Donc il y a le formulaire entreprise, formulaire emprunteur, l'audit et les devis. Aujourd'hui, la difficulté qu'il y a avec les éco-PTZ, c'est que les banques sont très mal informées sur le parcours de rénovation. Elles ne comprennent pas. En fait. Elles ne sont pas formées à ça. On dirait qu'elles ne portent... Enfin, j'espère qu'il n'y a pas de banquier dans la salle, mais on dirait qu'ils ne portent pas d'intérêt à ce type de contrat. Pourtant, voilà, l'État rémunère très bien ses prêts, en fait.
Et je pense qu'il y aura un effort à faire pour un peu informer les établissements bancaires pour qu'elles travaillent avec nous. Parce qu'en fait, l'idée, c'est ça. C'est un peu comme tous les partenaires de la constellation de la rénovation énergétique, l'idée, c'est de faire converger nos efforts et aller vers quelque chose d'établi. Voilà. Bon, après, juste un aparté, mais Chérif en a parlé, hein, sur Marius. Nous, on a fait tout un effort de mise en correspondance de tous ces documents. L'idée, c'est qu'on rentre les informations sur la plateforme et que la plateforme, derrière, elle vienne enrichir tous les documents et générer tous les documents de manière cohérente entre elles. Et ça permet d'assurer des dossiers qui soient cohérents et recevables auprès de l'ANA, tout simplement. En fait, ça permet de fluidifier. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, de toute façon, c'est gratuit, gratuit pour ceux qui le souhaitent. Merci. Petite question, est-ce que, toi j'ai bien compris que de façon générale c'était toi qui le faisais, mais est-ce que vous avez l'impression que tous les MAR le font de déposer eux sur mon projet ANA par exemple les dossiers des ménages, ou est-ce que certains MAR laissent le ménage se débrouiller? Mais c'est sur mon projet ANA ou Ouais. sur ma prime rénov? Sur mon projet ANA, Les deux en fait. Alors, j'ai une question après la toi. alors, Exactement. ma prime rénov, le MAR doit avoir un mandat administratif pour pouvoir se substituer au ménage. Donc, normalement, c'est le ménage qui le fait. En fait, le MAR donne tous les documents au ménage et après, le ménage dépose son dossier sur ma prime rénov. En termes d'expérience terrain, moi, j'ai la moitié des clients qui arrivent sans problème. Ils sont câblés, ils sont ingénieurs, ils ont un métier où ils ont l'habitude d'être sur un ordi. Ils le font, voilà, ça marche bien. L'autre moitié, ils ont un peu de mal. Donc moi, je systématise. En fait, je prévois des plages de travail où je suis à mon bureau, devant mon ordi. Et je leur dis, vous avez moins de soucis, on se fait une visio, vous partagez l'écran et je vous dis où placer les éléments. Sur ma prime rénov. Et du coup, ça c'est pas compris dans la mission. Enfin, je veux dire, c'est un peu du plus. Mais moi, le gain que j'ai à ça, c'est que les dossiers sont déposés. Et on va au bout. Parce que sinon, ça peut attendre. Le ménage, il attend, il ne sait pas trop, il n'y arrive pas. Il souffre tout seul. Il se dit, mais je paye un accompagnateur, mais ce n'est pas lui qui dépose le dossier, donc des fois, c'est compliqué. Donc maintenant, moi, dès les premiers rendez-vous, je leur dis ça. Je dis, c'est à vous de le déposer, mais vous pouvez le faire dans des plages horaires où moi, je suis disponible et je peux répondre à toutes vos questions, je peux vous aiguiller pour le faire. Après, si on a le mandat administratif, l'agrément, du coup, c'est le MAR qui le fait, mais c'est une prestation payante la plupart du temps. Et après, sur mon projet ANA, c'est le MAR qui fait tout. Tout. Remplit tous les documents, remplit tous les renseignements, toutes les cases, tous les écrans, dépose tous les documents aussi. Et le ménage, en gros, il va avoir une notification quand l'ensemble est rempli pour contrôler et valider ou invalider le dossier tel qu'il a été constitué par le MAR. L'intérêt de mon projet ANA, c'est qu'on a un instructeur en face qu'on a identifié, avec qui on échange par mail, on peut s'appeler, on peut mettre au point et on peut préciser les exigences. Alors que sur ma prime rénov, c'est national. Donc ça part, je sais pas, c'est un peu, voilà, c'est au petit bonheur la chance, comme on dit. On peut passer à la... Ouais, non, moi, c'est question-réponse. On peut passer si vous avez des questions ou des sujets à évoquer. Sinon, on va faire une pause, mais peut-être qu'il y a des questions. Ouais, allez. Bonjour à tous, moi c'est Ryan, je viens de loin un peu, de Strasbourg plus précisément. Et j'avais une question pour l'ANA, notre représentateur de l'ANA, d'accord. Ou alors en tout cas madame qui avait évoqué le sujet des artisans et des accompagnateurs et autres qui sont peut-être un peu de mèche et ce genre de dossier que j'ai pu découvrir en fait courant décembre, où j'ai eu des particuliers qui sont revenus vers moi avec le fil du temps, donc qui s'est découlé, je pense, de 6 mois à 12 mois, où ils ont eu ce genre de projets qui leur ont été présentés. Et c'est vrai que ça fait un peu peur quand on voit tout ce montage-là. Mais quelles sont les actions de l'ANA vis-à-vis de ces particuliers qui vous remontent ces dossiers? En tant que délégation, on n'a pas vraiment beaucoup d'outils réglementaires pour arrêter un dossier quand on sent qu'il y a quelque chose qui bloque, même si on le voit. Excusez-moi, vous pouvez parler un peu plus fort. Pardon. On voit souvent, et on a les demandeurs au téléphone, souvent on a les demandeurs au téléphone dans ce cas-là, et on leur demande si c'est vraiment eux qui sont à l'initiative du projet.
Et après, en termes réglementaires, pour arrêter les projets comme ça, on n'a pas d'outils. Donc, on fait remonter à l'ANA, au service des fraudes. Vous pouvez le faire également. Les pratiques qui vous paraissent malhonnêtes. Et à ce moment-là, eux, ils peuvent constituer des dossiers sur des acteurs pour pouvoir entamer des démarches. Voilà. Non, effectivement. Donc après, oui, l'ANA a, une fois qu'elle est informée, donc l'ANA centrale, une fois qu'elle est informée des différentes remontées opérées par sa délégation locale, peut effectivement, typiquement, certains organismes certifiés, retirer les agréments lorsqu'effectivement il apparaît que un certain nombre de pratiques frauduleuses ont été répertoriées sur l'ensemble du territoire. Et après, effectivement, au niveau local, nous, lorsqu'on a quelques doutes sur des dossiers, on peut au paiement programmer des contrôles qui soient sur place, sur pièce, etc. Mais effectivement, c'est probablement une des dimensions que l'ANA va nous demander au cours des années à venir de davantage contrôler, pour un peu faire le tri parmi l'ensemble des opérateurs qui sont présents.